grand dialogue. Sigi Kafoba. Idewani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Le référendum constitutionnel du 19 mars est-il tenable? Les Maliens devraient normalement participer à un référendum constitutionnel le 19 mars prochain selon le chronogramme de la transition établi et remis à la CEDEAO. Ce scrutin sera-t-il maintenu à 10 jours de cette séance? Difficile d'y répondre. En tout cas, aucune autre date n'est à ce stade communiquée par les autorités. Alors où en sommes-nous avec l'organisation de ce référendum? Quand est-ce qu'il pourrait se tenir? Son report va-t-il impacter le reste du chronogramme? Le grand dialogue de Studio Tamani réfléchit sur ces questions. Nos invités à Boulambaro du Congrès national d'initiative démocratique Sinid Faso Yirwaton, Ibrahim Tamega, porte-parole du cadre d'échange des partis regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel, Ibrahim Sango de la mission d'observation des élections modèle Mali. Voilà, à la présentation, je suis Imrana Kilomaïka. Le grand dialogue. Bonsoir à toutes et à tous. Selon le chronogramme de la transition, le 19 mars, les Maliens devraient voter pour ou contre une nouvelle constitution. Boulambaro, cette date est-elle toujours maintenue? Bonsoir à tout le monde. Bon, par rapport au référendum et à la date que vous venez d'indiquer, d'abord il faut s'interroger par rapport à la matière référendaire. Nous sommes à la phase de la finalisation du document qui peut être considéré comme la loi fondamentale, la nouvelle loi fondamentale. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on termine cette phase de finalisation pour projeter maintenant un collège électoral qui va fixer la date du référendum. Vous parlez d'un chronogramme qui est différent d'un collège électoral. Je pense que les procédures sont différentes. Donc, un collège électoral, c'est par rapport à un règlement que le gouvernement émet par rapport à la tenue ou à la non-tenue d'une élection. Vous parlez d'un chronogramme qui est différent du collège électoral. Et mieux encore, au regard des réformes qui sont en cours, c'est l'EJ qui est désormais habilité à organiser les élections. Donc, le calendrier électoral désormais revient dans les compétences de l'EJ. Donc, le gouvernement est dessaisi. Dès lors que l'EJ est installé, le gouvernement est dessaisi de certaines de ses prérogatives anciennes. Donc, nous sommes aujourd'hui le 9. Vous venez d'indiquer une date qui semble être le 19. Hein. Tout à fait. Donc, je ne vois pas matériellement, je ne vois pas comment, de façon matérielle, nous pourrons tenir un référendum. Donc, à l'absence de la matière référendaire. Donc, vous êtes en train d'annoncer officiellement le report annoncé par les autorités, la date annoncée par les autorités, le report de cette date? Moi, je ne suis pas un officiel. Je suis là en tant que représentant d'un parti politique. Je fais un constat. Un parti prenant de la transition. Parti prenant de la transition, les Sénégal Faso Yirwaton, Congrès national d'initiative démocratique, Faso Yirwaton, même à part entière de la gestion de la transition. Mais je ne suis pas là en tant qu'officiel. Je ne représente pas le gouvernement, je ne représente aucune institution de la transition. Je fais un constat. Mais déjà, si vous annoncez qu'il n'est plus possible de tenir cette... Je ne vois pas la possibilité de tenir la date que vous venez d'indiquer si effectivement c'est une date qui, selon toi, est un chronogramme. Moi, je n'ai pas encore entendu que le gouvernement ait convoqué un collège électoral pour fixer la date des élections. Je n'ai pas connaissance de la convocation d'un collège électoral. C'est sur la base d'un collège électoral que moi, je peux me prononcer par rapport à la tenue ou à la non-tenue d'une date. D'accord. Ibrahim Sango, on annonce déjà le report du 19 mars retenu comme date butoir pour aller à l'élection, au référendum constitutionnel. Vous en savez plus? Bon, ce qui est clair, c'est que le collège devrait être convoqué le 17 février. Le collège électoral n'a pas été convoqué. Ça veut dire que le 19 mars, il n'y aura pas de référendum. Mais si on dit un mot par rapport au chronogramme électoral, c'est en juin 2022 que la loi électorale a été votée.
a été promulguée par le président de la transition et remise à la CEDEAO. En même temps, le chronogramme des 6 grandes élections a été remis à la CEDEAO pour dire que le Mali, pour la fin de la transition, va organiser les référendums le 19 mars, va organiser des élections locales, communales et puis régionales en juin, et puis va organiser l'élection des députés et puis l'élection présidentielle. Mais tout le monde sait que ce chronogramme n'est pas tenable. Il n'est pas réaliste, il n'est pas tenable. Pourquoi? Parce que la loi électorale qui a été votée en juin, en même temps que le gouvernement a donné le chronogramme électoral, cette loi, à son article 4, dit que c'est l'autorité indépendante de gestion des élections qui organise les élections en République du Mali. Donc il revient à l'EGE, qui est l'autorité indépendante de gestion des élections, de donner un chronogramme électoral, un vrai chronogramme. Donc jusqu'à présent, on n'a pas un vrai chronogramme électoral. Et ce qui est sûr, le 19 mars, il n'y aura pas de référendum parce que le collège n'a pas été convoqué par rapport à la tenue du référendum. Il a parlé tout de suite des préalables, notamment la nouvelle constitution, le projet de la nouvelle constitution. Est-ce que ce projet est connu de tous aujourd'hui? Bon, il y a eu la commission de finalisation qui a travaillé sur le projet de constitution et qui a été remise au président de la République, au président de la transition, pardon, le 27 février. Mais il n'a pas été ventilé. Les Maliens ne connaissent pas le contenu du projet. Et si on se réfère à ce chronogramme qui a fixé ces dates, c'était tout juste pour sortir de l'embargo. Parce que le Mali était sous l'embargo, donc les autorités ont donné un chronogramme comme ça pour sortir de l'embargo, pour avoir des raisons de sortir de l'embargo. Mais tout le monde sait que ce chronogramme n'est pas tenable. On savait auparavant que ces dates annoncées ne sont pas tenables. On le sait parce que quand on voit même la loi électorale qui a été relue en février 2023 par le Conseil national de la transition sur proposition du gouvernement, vous ne pouvez pas prendre une loi qui n'a pas été appliquée et puis modifier cette loi avant même les élections. Donc, et si on voit aussi la loi sur le découpage territorial qui a été mise en avant actuellement, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Le chronogramme a été donné juste pour sortir de l'embargo. Mais un chronogramme réaliste n'est pas encore sur la table. Parce qu'aujourd'hui, il n'appartient plus au gouvernement de donner un chronogramme, d'organiser les élections en République du Mali. Il appartient à l'autorité indépendante de gestion des élections, qui est l'EGE, d'organiser les élections, donc de donner un chronogramme. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas un chronogramme électoral donné par l'autorité indépendante de gestion des élections, on ne peut pas dire qu'il y aura même élection en République du Mali. Parce que c'est l'EGE qui doit organiser les élections et non le gouvernement. Ibrahima Tameiga, vous venez d'entendre cette date annoncée du 19 pour le référendum constitutionnel est impossible à tenir. Est-ce que c'est surprenant? Merci beaucoup pour votre question. Surprenant? Non. Pour nous, c'est non. Puisque tous ceux qui observent la situation de notre pays, l'évolution des actions, des actes à poser, pouvant nous ramener rapidement vers le retour à l'ordre constitutionnel, on constate une forme de lenteur indiscutable, indéniable. Bien entendu, depuis quelques mois, à ce rythme, nous nous sommes posé des questions. Nous n'avons pas arrêté d'alerter sur le fait que rien n'est mis en œuvre, en place, pour que le Mali puisse tenir ses propres engagements vis-à-vis de l'opinion nationale et vis-à-vis de l'opinion internationale. Ce n'est pas un jeu de fixer des dates et de promettre à son peuple. Ce n'est pas un jeu de fixer des dates, de promettre au reste du monde et ne pas pouvoir tenir ses engagements. Ça décrédibilise le Mali, ça décrédibilise notre pays dans le concert des nations. Nous sommes le 9 mars. Un référendum est initialement prévu, jusqu'à preuve de contraire, officiellement prévu pour le 19 mars. Tout le monde sait, ici sur le plateau, qu'il n'y aura pas de référendum le 19 mars. Mais tout à l'heure, Ibrahima Songo disait que c'était des promesses pour obtenir la levée des sanctions. C'est là où je dis, quand on gère un pays, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une forme de récréation. On engage tout un peuple, on engage 20 millions d'âmes. On ne peut pas jouer comme ça, je dois faire ça stratégiquement pour échapper à... Il faut qu'on sorte de ça. Le respect de la parole donnée
la droiture, le pragmatisme, le réalisme doit incarner nos autorités, pas seulement celles de la transition, mais même celles qui viendront après. Il y va de la crédibilité de notre nation. Donc sortons de ces jeux-là. Ce que je veux dire, si des élections devraient avoir lieu le 19 mars, qui sur le plateau ici a une carte biométrique qui est censée servir de carte d'électeur? Qui ici sur ce plateau sait là où il doit aller voter? Qui ici peut nous dire ici qu'il y a une actualisation des listes électorales? Qui ici peut nous dire ici qu'il y a une cartographie des parties du territoire national où on peut faire des élections, d'autres parties où on ne peut pas faire des élections? Bref, rien n'a été mis en œuvre pour qu'on puisse respecter nos propres engagements. Monsieur Sango et mon collègue, mon camarade ancien de l'AM a dit quelque chose qui est très important, en tout cas qui m'alerte. Ils disent que désormais, ce n'est pas aux autorités de fixer la date des élections, c'est à l'EJ. Initialement, c'est les autorités qui ont fixé la date des élections. Maintenant, on dit que c'est l'EJ qui est censé être plutôt l'organisateur, c'est-à-dire qui a plutôt pour nous la charge de l'organisation matérielle du scrutin. Mais finalement, on dit, moi j'apprends en tout cas, sur le plateau, que les nouvelles dates qui seront éventuellement communiquées, c'est l'EJ qui prendra cette initiative-là. Donc je viens de l'apprendre sur le plateau. Donc à un moment, c'est qui sont vraiment les autorités? Qui sont vraiment ceux qui nous engagent en termes de dates auprès de l'opinion nationale et auprès de l'opinion internationale? C'est l'EJ qui va aller désormais communiquer auprès de la CEDEAO, auprès du reste de la communauté internationale. Voici les nouvelles dates. En tout cas, c'est des choses, nous, on aimerait avoir une clarification. Mais si le référendum devrait avoir lieu, c'est autour de quoi? C'est autour d'un projet de constitution. Maintenant, il est important ici sur le plateau de rappeler que si même on devait organiser un référendum à date, un projet de nouvelle constitution ou de révision constitutionnelle qui aurait été élaboré, qui doit prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle ou même de l'élaboration d'une nouvelle constitution? Ne survolons pas certaines réalités et certaines ambiguïtés. Aujourd'hui, il faut dire clairement que les autorités actuelles de la transition n'ont pas mandat, ni la légitimité, ni la légalité à procéder à une révision constitutionnelle, encore moins à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Puisque, pour prendre cette initiative, cela doit venir d'un président de la République démocratiquement élu et des députés. Aujourd'hui, le Mali n'a pas de président de la République, mais le président de la transition. Le Mali n'a pas de député, mais de conseil du CNT. Ibrahim Tamega, vous aurez la parole sous peu. On va vers Boulambaro. Juste pour terminer. Vous aurez la parole. Je termine mon passage. Encore une fois, il ne faut pas survoler ça. Boulan l'a dit. Le projet de nouvelle constitution a été élaboré, finalisé sous prétexte. Mais encore, il faudrait que ça soit promulgué, il faudrait que ça soit discuté au CNT, adopté là-bas, et ensuite qu'on vulgarise aussi le contenu, parce qu'on ne va pas élaborer un document à l'insu du peuple en catimini, le faire valider au niveau du CNT, le promulguer. Il faut que la Constitution engage tous les 20 millions de Maliens. Nous devons connaître son contenu. Et le projet de constitution ne sera pas devant le CNT. Et déjà, beaucoup de Maliennes et de Maliens rejettent ces projets de nouvelle constitution. Il ne faut pas négliger cet aspect. Boulambaro, tout à l'heure, Ibrahim Sango disait que les autorités ont pris cette promesse de tenir ces élections pour obtenir la levée des sanctions de la CEDEAO. Est-ce le cas? Moi, je suis surpris que d'autres pensent que au Mali, nous organisons les élections pour faire plaisir à la CEDEAO, pour faire plaisir à la communauté internationale. Ce que je tiens à rappeler, c'est que nous organisons les élections pour nous-mêmes, pour les Maliens. C'est le même discours qui a été tenu ici en 2012-2013, jusqu'à ce qu'un président étranger s'est montré intraitable par rapport à la tenue des élections, par rapport à une date. Je pense que de 2012-2013 à aujourd'hui, nous avons suffisamment tiré les leçons des élections. Cette transition, ce n'est pas une transition électoraliste, c'est une transition de réforme. Et nous nous sommes battus pour cela. La transition n'est pas tombée du ciel, elle a été revendiquée, réclamée par des Maliens. Et il y a des objectifs qui sont fixés par cette transition. Nous devons nous donner les moyens et les activités pour aller vers l'atteinte de ces objectifs-là.
Donc, les élections ne sont pas faites pour faire plaisir à la CEDEAO, encore moins pour faire plaisir à aucune soi-disant communauté internationale. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, il ne faudrait pas que les gens rentrent dans les débats juridiques concernant la rédaction d'une nouvelle constitution. Les faits, c'est les faits qui confirment. Nous ne sommes pas dans une révision constitutionnelle. Et si c'était le cas, la Constitution elle-même a prévu ses conditions de révision. Si vous voulez me réviser, les conditions sont là. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas dans la révision constitutionnelle. Nous sommes dans la rédaction d'une nouvelle Constitution. Ce qui n'est pas interdit par la Constitution en vigueur. Ce n'est pas interdit. Alors, on veut nous faire sortir, on veut nous faire parler de légitimité, de légalité, de ceci, cela. Non, il s'agit de la rédaction d'une nouvelle Constitution. On veut occulter la lutte, la volonté du peuple malien pour nous faire trimballer dans un vieux discours de 2012-2013, retour à l'ordre constitutionnel. Mais attendez, cet ordre constitutionnel qui n'a pas pu résister à l'épreuve du temps. Ce qui fait que nous sommes en train de travailler pour aller vers une nouvelle ordre constitutionnel. Donc, ce n'est pas les hommes, c'est l'histoire qui est là. Les gens sont là, nous jouons notre rôle par rapport à un moment donné de l'histoire de notre pays. Forcément, il n'y a pas d'hésitation. Le cap est fixé. Nous voulons aller vers la rédaction d'une nouvelle constitution pour les Maliens. Et qui va nous amener vers une 4e république. Alors, je ne saurais le confirmer. Ce qui est sur le moment où on va mettre la matière référendaire, on va soumettre ça à l'appréciation du peuple malien. Les gens vont se prononcer et c'est de façon démocratique, le peuple va départager les Maliens entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la nouvelle constitution. Mais pourquoi jusqu'à l'instant, jusqu'à ce stade, il n'y a pas de communication autour de ce référendum constitutionnel? Autour de ce référendum, vous venez de faire, c'est ce que nous sommes en train de faire tout de suite là, contribuer à rentrer dans le cadre de la communication. Et si ce débat n'avait pas eu lieu? Il fallait l'écrire. Il fallait l'écrire. Puisque ça a eu lieu, alors débattons. Donc, ce que j'ai dit, dans le cadre du consensus, nous sommes en train d'attendre et d'avoir le maximum de consensus autour du document. Et je pense que le document a été remis l'autre jour. Maintenant, il y a d'autres procédures qui doivent venir. Mais au-delà de tout ça, il faut aller vers des élections sécurisées. C'est le plus important pour moi. S'il y a élection, qu'on aille vers des élections sécurisées. Et la redimension territoriale dont vous venez de faire cas aussi doit prendre en compte. On doit réellement prendre en compte cette réalité administrative qui vient d'être créée. Donc, il ne faut pas banaliser le processus électoral ou le processus de la transition. Non, nous allons évoluer à travers un rythme soutenu. Pas en traînant les pas, mais pas aussi aller vers le va-vite. D'accord. On va aller vers un rythme soutenu. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'organisez pas des élections pour faire plaisir à la CEDEAO ou à une quelconque communauté internationale. Or, on se rappelle qu'en juin 2022, le ministre des Affaires étrangères a pris le chronogramme pour aller au Ghana pour expliquer à la CEDEAO, avant même que les Maliens n'apprennent qu'il y aura des élections. Absolument. Qu'est-ce qui explique cela? Il faut aussi rappeler qu'une mission de la CEDEAO venait de quitter ici, qui a apprécié le processus en cours. Mais avant cela? Oui, ça c'est la démarche des diplomates. Ils doivent faire le travail. Que chacun fasse son travail. Nous sommes des politiques. Nous faisons notre travail d'informer, de sensibiliser, de communiquer avec la population. La diplomatie fait son travail, l'administration fait son travail, les militaires font leur travail. Donc, que chacun joue son rôle. Et qu'on respecte le jeu démocratique. D'accord. Alors, à quoi faut-il s'attendre alors si ce délai n'est pas tenable avec la CEDEAO? Lequel délai? Moi, je voulais que avec la CEDEAO, moi, je parce parle. que ça a été. Est-ce que tu as connu le chronogramme? Quand on parle d'élection, on parle du collège électoral. Je connais la date des élections à travers un collège électoral. Il faudrait qu'on soit très clair. Ça, c'est technique. Mais moi, je reconnais la date d'une élection à travers un collège électoral. Quel est le collège électoral qui a fixé la date des élections? Bien avant, il y a un projet de calendrier électoral qui a été établi. Un projet. Et ce projet de calendrier a été remis à la CEDEAO. Et aujourd'hui, vous êtes en train de dire que ce délai annoncé qui a été remis à la CEDEAO est impossible à tenir.
Que faut-il attendre? Que faut-il s'attendre avec la CEDEAO alors dans il ne faut pas qu'on fasse la confusion. Moi, je connais la date des élections à travers un collège électoral convoqué en bonne et due forme selon les règles de l'art. J'ai pas appris la convocation d'un collège électoral par les autorités compétentes. Moi, je n'ai pas connaissance de cela. Si vous avez connaissance de la convocation d'un collège électoral par les autorités compétentes, dites-le. Moi, je n'ai pas connaissance. Ibrahim Songo, un collège doit être convoqué. Est-ce que vous en savez si le collège a été convoqué ou pas? Vous êtes au parfum? Le collège n'a pas été convoqué. Le collège n'a pas été convoqué. Mais ce que je voudrais rappeler ici, avant qu'on évolue, c'est que le respect de la parole donnée est important. Absolument. Parce que vous vous rappelez, 18 mois de transition, c'est ce que les autorités de la transition avaient dit. 18 mois, on ne quitte pas là. Et puis après, on a dit 24 mois. 24 mois de transition. Et sur la base de quoi? C'est sur la base d'un chronogramme électoral. Ce n'est pas un projet. C'est un calendrier électoral qui a été remis pour dire... Non, un calendrier électoral qui dit on va faire le référendum le 19 mars, les élections locales en juin, les élections législatives en octobre-novembre et puis l'élection présidentielle en février 2024. C'est ce qui nous engage. Donc c'est ce qui va mettre fin à la transition. Parce que quand on parle de transition, ceci, transition, cela, non. Transition, on est sorti de la démocratie. Pour revenir à la démocratie, il faut des élections. Et les autorités de la transition ont donné 24 mois pour revenir à la démocratie, pour revenir à l'ordre constitutionnel. Donc c'est ça, c'est sur ça qu'il faut aller. Maintenant, il est évident qu'il y a des retards. Des retards. Et il y a aussi des... je ne sais pas quel est le terme que je vais employer ici. Il y a des retards et des faits pour aggraver le retard. Je m'explique. Quand on prend la carte d'identité biométrique, Tamega en a parlé ici, la carte d'identité biométrique, le fait de dire que tout le monde va voter désormais avec la carte d'identité biométrique à la République du Mali, ça pose un problème par rapport aux élections, à la faisabilité des élections. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 entités ici. La première entité, c'est le ministère de l'administration territoriale, qui détient le fichier du RAVEC. C'est le centre de traitement des données de l'état civil, le CDDEC, qui détient le fichier RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Et le ministère de la Sécurité, c'est lui qui établit les cartes d'identité. Les cartes d'identité biométriques, c'est le ministère de la Sécurité. Et ça, c'est le commissariat, les gendarmeries, les sous-préfets et les maires, là où il n'y a pas de gendarmerie et de police. Donc, sur l'étendue du territoire national, on a dit une date avant le 31 mars, il faut que tout le monde corrige les erreurs sur le RAVEC. Mais ça, c'est à Bamako et dans les villes sécurisées. Mais au centre et au nord, quel est le commissariat de police qui existe? Quelle est la gendarmerie de police qui existe? Même les sous-préfets, les maires, ils ont quitté leur commune pour se réfugier dans les chefs-lieux de cercle. Donc cette opération est faite pour quoi? Est-ce que c'est pour ralentir le processus électoral? Donc ça, c'est des questions. Maintenant, quand on prend aussi le découpage territorial, le découpage territorial nous dit qu'il y a 19 régions, il y a 159 cercles. Mais attendez, ça veut dire que les autorités de la transition, à eux seuls, ont créé 99 cercles. Parce qu'il y avait 49 cercles, ATT a créé 11 nouveaux cercles, ça fait 60. Maintenant, on est à 159 cercles. Ça veut dire que c'est 99 cercles qui ont été créés par les autorités de la transition. Et les autorités de la transition nous disent on va opérationnaliser ces 110 nouveaux cercles avant qu'on aille aux élections. C'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que si on voit 2012, ATT a créé 19 régions et 11 nouveaux cercles. On est en 2023, les 11 nouveaux cercles n'ont pas été opérationnels. Maintenant, on ajoute 99 nouveaux cercles. Dans quel délai ces 99 nouveaux cercles seront opérationnels? Donc, et les autorités veulent aller aux élections avec toutes les nouvelles entités créées. N'oublions pas la parole donnée. On a dit 24 mois pour sortir de la transition. Ce qui est possible de faire pour sortir de la transition, il faut le faire. Et à notre avis, le référendum ne se tiendra pas en mars, peut se tenir en juin. Si le référendum se tient en juin, il faut relire encore les textes, comme la loi électorale, la loi organique des députés, et au premier trimestre 2024, organiser les élections législatives et la présidentielle, ou alors la présidentielle seulement pour mettre fin à la transition. Sinon, on est en train de partir
dans des sentiers battus, si on ne fait pas attention, on ne va pas respecter encore le délai de 24 mois supplémentaires. Donc vous êtes en train de dire d'aller automatiquement aux autres élections et laisser le référendum? Non, j'ai dit on peut aller au référendum. Le référendum peut être décalé. Tout le monde sait que le référendum ne peut pas se tenir en mars. Il faut au moins 3 mois. Pourquoi cela aussi? Parce que la loi électorale vient d'être modifiée encore. En février 2023, on a modifié la loi électorale pour dire que les coordinations de lège, au lieu de 6 mois, on ramène le délai à 3 mois pour que les coordinations puissent être mises en place. Donc si cette loi est adoptée, cette loi est promulguée, ça veut dire que mars, avril, mai, on ne peut pas faire d'élections. Il faut attendre juin pour faire des élections. Parce que la coordination de lège doit être mise en place dans les cercles, dans les régions, dans les communes, dans les consulats et ambassades. Et ça, le délai, c'est 3 mois. Donc mars, avril, mai, c'est le temps pour mettre en place les coordinations de lège. Et c'est lège qui doit organiser des élections en République du Mali. Le gouvernement ne peut plus organiser d'élections en République du Mali. C'est aujourd'hui la paternité de lège, suivant l'article 4 de la loi électorale. D'accord. Ibrahima Tamega, le report de ce référendum aura-t-il un impact sur le reste du chronogramme? Il faut tout simplement, pas le report, il faut tout simplement abandonner ce projet de nouvelle constitution, donc abandonner la question du référendum. Depuis le début de cette transition, nous faisons partie de celles et celles qui proposent aux autorités de la transition d'alléger les tâches, d'alléger les missions et de s'atteler à mettre en œuvre les priorités, les urgences nationales. La sécurité, l'organisation d'élections présidentielles pouvant nous conduire vers le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce que nous avons proposé. Nous avons prôné. Nous avons dit qu'il faille organiser plutôt l'élection présidentielle et travailler parallèlement sur la sécurité de nos concitoyens, puisque nous parlons beaucoup politique, et sur ce plateau on parle beaucoup d'élections aussi, mais n'oublions pas aussi l'aspect sécuritaire. Même si je n'essaie pas de créer des conditions sine qua non entre les deux forcément, mais en tout cas, ce que je veux dire, la sécurité de nos concitoyens et leurs biens, c'est aussi une urgence nationale pour laquelle il faut faire beaucoup de choses. Mais moi, je voudrais apporter quelques rectifications, ou en tout cas, je me pose des questions. La convocation du collège électoral dont on parle, quand vous prenez le chronogramme actuel, qui est officiel, date de telle élection à temps, date de telle élection à temps. Avant la dite date, il y a une autre date qui est prévue pour la convocation du collège électoral, y compris pour le référendum qui devrait avoir lieu le 19 mars. Il y a une date en amont qui a été communiquée à laquelle on devait convoquer le collège électoral. Cette première date d'abord n'a pas été respectée. Donc la convocation du collège électoral, elle vient en fonction de la date fixée pour le jour du scrutin. Donc, le jour du scrutin ne sera pas respecté. La date qui était initialement prévue pour la convocation du collège électoral n'a pas été respectée. Ce que je veux dire par là, mon ami est un homme politique. Il est d'un grand parti politique. Il a parlé tout à l'heure qu'il y a d'abord des préalables pour aller à ces élections, notamment sur le plan sécuritaire qu'il avait annoncé. Ce n'est pas le sujet que j'ai évoqué. Celui qui avait évoqué qu'il y a des préalables pour aller à ces élections, d'abord sur le plan sécuritaire. Il faut sécuriser les électeurs. Alors, sur ce plan, est-ce que quelque chose a été fait? Le sujet sur la sécurité, j'en viendrai. Mais permettez-moi de terminer mon raisonnement, ce que je disais par rapport à la question que vous m'aviez posée préalablement. Ce que je veux dire par là, mon camarade est ici, est membre d'un parti, un grand parti. Un parti respecté et respectable, qui est un des acteurs de l'avènement de la démocratie au Mali. Le président de son parti porte très souvent la voix de la vérité, de la constance et de la cohérence. Vous aussi d'ailleurs. Et donc, lorsqu'il évoque la question de non-respect des engagements et de la parole donnée, ça doit vous alerter. On ne peut pas être un des acteurs de l'avènement de la démocratie au Mali et assister à la confiscation de la démocratie, à la prise en otage des institutions de la République, aux hommes et aux femmes, à assister à des hommes et des femmes qui piétinent
la loi fondamentale, la règle du droit, et que vous trouvez ça normal et vous disiez à l'entame de l'émission, vous êtes acteur, partie prenante de tout ça. Donc, moi, je trouve, c'est mon avis, je peux me tromper, chers camarades, je peux me tromper. À mon avis, il y a une forme d'incohérence à ce niveau qu'il faudrait corriger, puisque vous êtes d'un parti respectable et respecté qui est acteur de l'avènement de la démocratie. Allez-y à l'essentiel. Est-ce que, selon vous, par rapport sur le plan sécuritaire qu'il avait annoncé, quelque chose a été fait sur le plan sécuritaire? Encore une fois, je dis... qui permet d'envisager des élections. Je tire mon chapeau aux autorités de la transition pour tous les efforts qu'ils ont faits, qui sont vérifiables, avec des indicateurs statistiquement vérifiables sur le plan sécuritaire. Mais il reste beaucoup à faire. Je ne lis pas la question sécuritaire seulement aux élections à venir. Élections ou pas élections, il faut sécuriser nos concitoyens, leurs biens, il faut sécuriser nos villes et nos campagnes. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais au moment où on parle aujourd'hui, la situation sécuritaire, la situation d'insécurité ne s'est jamais autant dégradée depuis le début d'ailleurs de la transition à maintenant. Au moment où on parle... Encore. Vous contredisez alors. Je contredis qui? Vous dites tout à l'heure que vous félicitez les autorités par rapport... Je félicite pour les efforts consentis. Mais il y a eu des efforts. Cela ne veut pas dire que ces efforts couvrent tout, grâce à ces efforts faits, que bien sûr le Mali, sur le plan sécuritaire, on répond à toutes les attentes. Écoutez, monsieur, ce n'est pas moi qui ai dit récemment que nos autorités militaires et politiques peuvent aller sur toutes les parties du territoire national et que quelques semaines après, la même personne qui a tenu ce discours a été empêché d'aller dans son village natal faute de sécurité. Je parle là du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. D'accord. Vous aurez la parole très bientôt. Boulan Baro, les autorités sont-elles conscientes des contraintes liées à l'organisation de ce référendum? Évidemment. Tout ce que nous sommes en train de mener comme activité, la finalité, c'est d'aller vers des élections sécurisées. J'ai dit le mot élections sécurisées. Parce que ça ne sert à rien qu'on aille à des élections bâclées et qu'à la suite, là, que nous ne parvenons plus à gérer les contestations électorales après les élections. L'établissement des cartes biométriques rentre dans les cadres de cette sécurité. À la fois sécuriser les élections, à la fois sécuriser les Maliens aussi sur le territoire malien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que chacun pouvait se procurer des documents du Mali. Et à partir de l'établissement de la carte biométrique sécurisée, ça a plusieurs fonctions. Maintenant, la question se pose, comme Sangou est tout le temps coincé dans les délais, est-ce que nous pourrons, c'est des activités qui sont utiles, qui sont nécessaires pour la sécurisation de nos élections. C'est utile, c'est pertinent qu'on aille vers cette méthode d'organisation des élections. Maintenant, est-ce que le temps imparti nous permet de réaliser notre ambition par rapport à des élections sécurisées? C'est la question qui se pose. Donc vous souhaitez déjà une prolongation de la transition? Et les contraintes sont là. La transition, vous savez, au regard de ce que les Maliens ont dit... Une nouvelle prolongation? C'est possible. Parce que 2 mois a été pris sur la base des ANR et les résolutions des ANR sont très claires. C'est un décret qui a fixé les 10 ans et nous sommes fixés des activités. Il faut des objectifs au cours de ces 10 ans. Il faudrait que nous nous battons pour réaliser les activités qui sont prévues pendant les 10 ans. Maintenant, à l'impossible, on va faire le constat que ce qui est possible, on va le faire. Mais d'ores et déjà, il ne faudrait pas qu'on s'écarte de notre objectif. C'est le plus important. Dire qu'il faut abandonner le projet de constitution, le projet de référendum, là, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous voulons doter le Mali d'une nouvelle constitution sur la base de laquelle on peut amorcer les autres réformes. Mais qui vous a maintenant demandé de les faire? Le peuple. Le peuple? Oui, le peuple. Allez-y. Le peuple du Mali. Le peuple du Mali. Laissez-le continuer. Oui, c'est le peuple qui nous a mis là. Temega, s'il vous plaît. Au cours de la lutte du M5. Allez-y, répondez à ma question, s'il vous plaît. Allez-y. En août 2020. C'est le peuple qui nous a mis là. Vous m'avez compris. Voilà. Donc ne faites pas la confusion entre le peuple et la population. Vous m'avez compris. Donc, pour dire clairement que personne ne peut nier le fait qu'il y a eu une révolution.
en 2020 pour chuter un régime. Et après chaque révolution, il faudrait s'attendre quand même à des réformes. Et c'est ce qui est prévu. En 2012-2013, on aurait dû peut-être réaliser ce que Sango venait de dire, opérationnaliser les régions et les cercles. Ni les régions, ni les cercles qui ont été créés depuis 2011 du moins, n'ont pas été opérationnels. Jusqu'à présent, nous sommes là à tourner autour des problèmes. Il faudrait qu'on fasse face désormais aux problèmes, qu'on règle les problèmes une fois de bon. S'il faudrait vous donner encore plus de temps, combien de temps faut-il pour aller à ces élections? Pas nous donner du temps. Seulement, il y a des activités qui sont prévues pendant cette transition. Il faut s'atteler à accélérer le processus qui est de vouloir constituer une entrave pour la réalisation de ces objectifs. C'est ça le problème. Il y a d'autres qui essaient qui se constituent, qui sont dans les combinaisons, qui sont dans les alliances, qui échappent à l'imaginaire, à l'imagination de tout ce qu'on croit en politique, et des combinaisons qui se font, qui se défont pour empêcher l'accélération du processus électoral. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens se mettent davantage ensemble pour qu'on puisse aller vers... Il y a des gens qui parlent de retour à l'ordre constitutionnel, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas qu'on aille vers un ordre constitutionnel sécurisé. Parce que c'est là le problème. La tenue des élections n'est pas un problème, mais la tenue des élections est adossée à la sécurité. D'accord. Et on ne peut pas le nier. Ibrahima Sango, s'il faudrait donner encore du temps à la transition, combien de temps faudrait-il donner à la transition pour régler toutes ces questions liées aux questions électorales? Moi, je ne pense pas qu'il faut donner du temps à la transition. Ce n'est pas ça l'objectif. Et quand on voit les réformes qui ont été réalisées, les réformes politiques et institutionnelles, nous saluons, nous, la nouvelle Constitution. Nous avons vu dans la nouvelle Constitution des avancées et des insuffisances. Et pour revenir un peu sur cette Constitution, quand on dit la Constitution de 92, on ne doit pas toucher, pour nous, c'est du non-sens. Pourquoi? Parce que la Constitution de 92 a été violée plusieurs fois par les gouvernements légitimes. Je prends un exemple, 2018, au lieu que les élections des députés à l'Assemblée nationale soient organisées, on a prolongé le mandat de 9 mois, une première fois. Ça, c'est une violation de la Constitution de 92. Après, on a prolongé le mandat de 11 mois. C'est une violation de la Constitution de 92. Troisième exemple, ça, c'est le Haut Conseil des collectivités. Leur mandat est fini depuis 2012. Dans la Constitution, on dit que le mandat c'est de 5 ans, mais ils sont en place jusqu'à présent. De 2012 jusqu'à 2023, ils sont en place. Ils n'ont pas été réélus. Donc ça, c'est une des violations de la Constitution. Donc, nous avons pensé que la transition, c'est le moment propice pour faire des réformes. Mais les réformes politiques, institutionnelles et électorales qu'on veut faire, il faut que ce soit dans le consensus. Si aujourd'hui on veut prolonger encore la transition, il faut un consensus politique, ce qui n'est pas le cas. Dans tous les cas, on a donné 18 mois. On va faire la transition, finir, ça n'a pas été réussi. On dit 24 mois. Et dans le nouveau projet de constitution, ce qui est très intéressant, c'est que l'article 90, si vous voyez l'article 90, on vous dit que les forces armées et de sécurité sont au service de la nation. Elles sont républicaines, apolitiques et soumises à l'autorité politique. Ça veut dire que l'armée ne doit pas faire la politique. Ça, c'est clairement affiché. Et si c'est affiché, on doit revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. Et pour revenir à l'ordre constitutionnel, on n'a pas besoin de 6 grandes élections. On peut faire les référendums, on peut organiser la présidentielle. On peut même ne rien organiser que la présidentielle, on revient à l'ordre constitutionnel. Donc, ce que les autorités veulent mettre en avant aujourd'hui pour dire qu'il faut opérationnaliser les 110 nouveaux cercles, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. ATT, depuis 2012, a créé 19 régions, 11 nouveaux cercles. Mais il a fallu attendre 2020, quand il y a eu le coup d'État, pour que des gouverneurs des nouvelles régions soient nommés. Donc ça veut dire qu'il faut du temps. Pour opérationnaliser d'abord les régions, les cercles, n'en parlons pas. La nouvelle loi électorale n'en prend pas compte de ces questions-là que vous venez d'évoquer? La nouvelle loi électorale? Non, ils ont relié la nouvelle loi électorale pour trois sujets principaux. Un, le vote des militaires dans les garnisons, pour que les militaires votent une semaine avant, ce qui n'est pas du nouveau, parce que quand on voit la loi électorale de 2016, c'était inscrit là-bas, que les militaires allaient voter une semaine avant les civils, ça n'a pas pu être appliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fichier électoral distinct pour les militaires et de fichier électoral distinct pour les civils. Donc si on veut, même cette nouvelle modification de la loi, si on veut l'appliquer, ce n'est pas dans l'immédiat les élections. Parce qu'il faut maintenant créer un fichier électoral uniquement pour les militaires, un fichier électoral uniquement pour les civils. Combien de temps ça va prendre? 3 mois, 6 mois, on ne sait pas.
Donc ça, c'était un aspect. Le deuxième aspect, c'est la mise en place de coordination de l'EJ. Parce que l'EJ a été installé en janvier 2023 au niveau national. La loi dit 6 mois. L'EJ a 6 mois pour installer ces coordinations dans les régions, les cercles, les communes. On a vu que ce délai est long, donc on a voulu ramener le délai à 3 mois. Ça, c'est la deuxième. La troisième, ça, c'est la carte d'identité biométrique. On voudrait aujourd'hui que la carte d'identité biométrique remplace la carte d'électeur. Le fichier électoral est détenu par l'EJ. Le fichier d'état civil est détenu par le ministère de l'administration territoriale. Et c'est le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui fait les cartes d'identité biométriques. Donc ça, c'est des confusions qui sont là, qui doivent être réglées aussi, avant qu'on aille aux élections. D'accord. Voilà. Ibrahima Tamega, que faut-il pour sortir de cette transition? Le réalisme, le pragmatisme doivent incarner toutes nos actions et même nos personnalités pour sortir la tête haute de cette transition. C'est pour ça, souvent, sur certains plateaux, j'ai dit que j'ai souvent de l'empathie, j'ai un sentiment de pitié pour nos braves soldats. En tout cas, quand je parle des militaires maliens, peu importe votre profil, je dis toujours braves soldats. En tout cas, les soldats qui gèrent cette transition, qui sont souvent dupés, manipulés par une certaine classe politique qui ne leur dit pas la vérité, cette vérité qui arrange la transition, mais qui leur dit ou qui leur pousse à prendre des attitudes qui arrangent eux plutôt hommes politiques. Quand mon co-débatteur dit « le peuple a dit »,« les Maliens ont dit », et tout à l'heure j'ai réagi, j'ai interagi pour dire quel peuple. Il y a quel peuple qui vous soutient? Ah, le peuple des putschistes, le peuple M5. Comme l'a d'ailleurs avoué Choguel sur Africable, le peuple M5, mais le Mali fait 20 millions d'habitants. N'oublions pas nos concitoyens qui sont au moment où on parle dans leurs champs, qui n'ont rien demandé par rapport à tout ça, qui n'ont rien dit par rapport à tout ça, qui ne vous ont jamais mandaté pour parler en leur nom. Puisqu'on donne mandat à travers les urnes, les élections, aujourd'hui, ceux qui nous dirigent n'ont pas été élus. Mais Ibrahim, on est déjà dans la transition. Maintenant, les propositions pour sortir, on ne peut pas me faire occulter les réalités. Aujourd'hui, mais on ne pourra rien changer. Maintenant, les propositions pour en sortir. On ne pourra rien changer quoi? Allez-y, les propositions pour sortir. Mais je suis en train de vous dire, ça fait partie des propositions. Vous m'avez posé la question, j'ai parlé de réalisme, de discours franc. Ce que j'évoque là, je rappelle la notion de discours franc, d'honnêteté. On ne peut pas tenir de tels engagements sur un plateau de télé alors qu'on ne vous a pas donné mandat. Attention, monsieur, c'est important pour sortir de cette transition tête haute. Il faut alléger les dates, les échéances à venir. Quand nous proposions qu'il faille plutôt organiser les élections présidentielles et s'atteler à la question sécuritaire, c'est la parole du réalisme qui parle là. On ne peut pas... Il nous reste 3 minutes, on va lui donner la parole s'il vous plaît, et pour nous dire si les élections qui restent à venir vont se tenir au courant 2023 et 2024. Monsieur Maga, c'est très important. J'ai la parole? Oui, vous avez la parole. Donc, je tiens remarqué, lorsque M. Boulan y parle, on lui accorde assez de temps, et lorsque je prends la parole, limite on me donne la moitié du temps. J'ai envie de m'exprimer, d'aller au bout de mes idées avant qu'on me coupe la parole pour donner la parole à quelqu'un qui a suffisamment parlé, bien entendu qui a eu largement le temps. C'est un constat. Vous avez eu le même temps que lui. Non, ceux qui nous regardent. S'il vous plaît. Je fais très attention. Ceux qui nous regardent. S'il vous plaît, il reste 2 minutes. Il va nous éclaircir s'il y aura les élections, le reste des élections prévues pour 2023 et pour 2024 pour les élections présidentielles. C'est ce que je tiens à dire. Je ne confonds pas le peuple de la population. Le peuple, c'est la frange, c'est la partie active de la population qui se manifeste, qui réclame, qui revendique, qui s'impose. Donc, par rapport à la tenue des élections, ce que nous avons dit, nous allons évoluer dans le cadre du processus électoral à travers un rythme soutenu. Pas de pression, pas de menaces, pas pour faire plaisir à une quelconque communauté internationale. Ces élections seront organisées. Ce sera des élections sécurisées et nous allons nous donner tous les moyens nécessaires pour aller à des élections sécurisées. Pour qu'après les élections, on ne parle plus des élections moins contestables pour amener la stabilité. Donc il ne faut pas s'attendre à des élections pour 2023 et pour 2024. C'est possible. Nous sommes dans l'action
dans le cadre de l'organisation des élections, nous sommes actifs, nous sommes engagés et nous invitons les Maliens aussi à s'engager, à tous les Maliens, nous invitons tous les Maliens de s'engager avec nous pour accélérer le processus électoral au lieu de constituer des entraves au processus électoral. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps est parti, ne nous permet plus de continuer ce débat. Merci en tout cas à nos invités. C'est la fin de ce grand dialogue qui réfléchissait sur la tenue du référendum prévu pour ce 19 mars selon le calendrier établi par les autorités de la transition. Et nous étions avec Boulan Baro du Congrès national d'initiative démocratique Sinid Faso Yirwaton, Ibrahim Tamega, porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel, Ibrahim Assango de la mission d'observation des élections modèle à Mali. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, à la régie vidéo et son, Adjaratou Traoré et Mamadi Keïta. Ce débat a été coordonné par Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous.